Récit de l'homme sans tête, écrit et conté par Vadam. Je commence ce récit dans un calepin recouvert de cuir brun. Le vieux Matisse me l'a donné. Il a le cœur sur la main, ce vieux. J'écris au stylo bic que j'ai trouvé sur un parking. Il fait froid, l'air est humide. Je suis sous les sapins. J'espère que l'encre tiendra. Parfois, je sursaute quand j'entends un craquement. D'ailleurs, je commence à écrire tel que je vis les événements, presque sur le moment. Ça m'aide à maintenir un niveau de stress raisonnable. Sans l'écriture, je serais déjà devenu fou. Je ne sais pas ce qui est à ma poursuite. Je sais simplement qu'il me cherche. Peut-être à cause de la clé que j'ai trouvée près de chez moi dans la terre boueuse et que je porte en pendentif. C'est une clé magique qui ouvre bien des choses. Je ne sais pas si c'est à cause de l'anneau de Frodo, fiction dont je suis fan. Ça me donne des idées, mais il faut bien que je trouve une explication. Il y a 3 jours, je reviens de balade pour ramasser des champignons. Entre 2 sapins, je vois une silhouette immense passer par la fenêtre de ma cuisine. Je me fige, près de l'oreille, entends des pas lourds qui font craquer le plancher. Une tasse tombe au sol et se brise. Il y a quelqu'un qui fouille ma cabane en bois. Mais je me garde bien de bouger, tapis derrière un arbre, au tronc large. Au même instant, comme un coup du sort terrible, le vieux Matisse arrive par le petit sentier. Il m'a dit qu'il m'apporterait du fromage de chèvre. J'ai envie de crier, de lui dire de fuir, mais j'hésite, et trop tard, il vient de s'écrier « Ouais, Baptiste, tu es là ?» À l'intérieur, le bruit cesse. Je revois la masse passer furtivement par la fenêtre et sortir. Cette fois, je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu, tellement ça me semble impossible. Une masse noire et écailleuse, haute de 2 mètres peut-être, aux bras si longs qu'ils arrivent au niveau des chevilles. Les pieds sont allongés et crochus, on dirait des cornes. La créature est de dos. Le vieux Matisse se fige, laisse tomber le fromage de ses mains et brandit sa canne. Il tremble, mais ne détale pas. Moi, je n'ai pas son courage. Je ne sais pas ce que je pourrais faire et je n'en ai pas le temps. La créature se rue sur le pauvre homme et le décapite d'un coup de patte. Je mets une main devant ma bouche pour ne pas crier ou vomir, ou les deux à la fois. La tête est partie comme on débouche une bouteille de bière. Elle a roulé vers la lisière du bois. Une idée épouvantable me vient. Et s'il me sent? Et s'il m'entend? Je ne bouge pas. Je reste contre l'arbre. Ma vue est floue. Je ne le vois pas soudain. Mon cœur s'emballe. Où est-il? Un vent léger vient agiter la cime des sapins. Le vent descend le long des troncs, passe dans les fibres de mon pull et charrie mon odeur vers la cabane de bois. La créature se fige. Elle bouge enfin la tête, hume l'air à plein poumon. Je suppose qu'elle a des poumons. Un changement de couleur s'opère sur sa peau d'abord, lent. Puis, je comprends qu'elle est en train de se camoufler. Elle prend la couleur des sapins, de la terre humide. Je ne la vois presque plus, mais tout juste assez pour comprendre qu'elle regarde dans ma direction. Elle s'élance. Je vois une masse d'air vrombir, et je me réveille en sursaut. Cœur battant, sueur froide, souffle court. Je ne sais plus où je suis pendant 2 ou 3 secondes. Le rêve est si réel. Je le sens dans toutes les cellules de mon corps. Dans ma chute, je fais tomber la bougie et la coupelle qui sert de support. La lumière s'éteint. Je suis dans le noir quasi complet. Je crois que je suis dans ma cabane. La lune jette un rayon timide par la fenêtre. Je suis tombé du lit donc. Un cauchemar que je me dis, mais une désagréable sensation me vient qui éclipse le cauchemar même. La conviction que c'est un rêve prémonitoire. Je ne fais pas d'ordinaire de rêve aussi agité. Mais depuis que j'ai trouvé cette clé, les choses ont changé. Qu'ouvre-t-elle, cette clé? Aucune idée. À l'heure où j'écris, je dirais qu'elle a ouvert la porte des enfers et que toute une armée de démons est à ma poursuite. Ça sent la rue soudain, le mouillé, la pisse un peu. L'odeur de mes haillons me revient. Ah mince, je ne vois plus ma cabane et mon lit. Oh non, j'espère que j'ai pas rêvé de ça aussi. Si j'ai rêvé, je veux y retourner. Je veux retourner dans le rêve. Je suis allé dire au revoir au vieux Matisse. Il m'a donné 3 fromages que j'ai mis dans mon sac. Je crois aux anges et je crois qu'ils nous parlent pendant le sommeil. Ce rêve ne m'a plus quitté pendant 24 heures.
Et je ne pouvais plus rester dans la cabane, donc. Cabane qui a existé, je ne sais pas. Alors j'ai pris la route, et j'ai fini dans cette petite ville. Aux infos, ils ont parlé de mystérieuses mutilations bovines dans la région. C'est fou. Mutilations qui datent du jour suivant mon départ. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne sais pas à quoi j'ai affaire, mais la créature du rêve m'en a assez dit. Est-ce un reptilien? Ils ont aussi parlé d'un tueur en série qui sévit en Savoie et peut-être dans le Jura. Un journaliste qui aurait vrillé des suites d'un accident. Je me rappelle plus de son nom. Toujours est-il qu'il décapite ses victimes. Pour ça que j'en parle. Que c'est angoissant, les infos. Pire qu'un roman de Stephen King. Qui que ce soit, ce n'est pas de ce monde. Quoi que ce soit, ces choses ne viennent pas pour mon bien. Je crois qu'elles veulent la clé. La clé qui ouvre tout. Peut-être que je devrais simplement la laisser dans un champ, ou sur le bord de la route, ou même ici. Ici même, à l'heure où j'écris, entre deux sapins couverts de mousse et de rosée. L'odeur des sapins m'apaise un peu. Le craquement des branches sous mes pas me stresse toujours. Le froid mordant sur la peau me tient éveillé. Mais voyez-vous, la clé a un pouvoir. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais dans les toilettes du fast-food, le McDal, j'ai vu. D'abord, j'ai su le code sans le voir sur un ticket de caisse ou que quelqu'un me le communique. Le manager m'a à l'œil, mais quand il a le dos tourné, je tente toujours ma chance. J'étais donc dans les toilettes. Dans la glace, j'ai vu que mon cou était recouvert d'une peau écailleuse et nécrosée. J'aurais bien caché ça avec mon col roulé, si j'en avais un. Mais la tache, ou peut-être la tumeur, gagnait le dos de mes mains. Pris de panique, je me suis enfermé dans les toilettes et je me suis déshabillé pour voir. J'avais des taches partout, sur la cuisse, la plante du pied gauche et mes bourses. Oh, faut que je voie un médecin d'urgence. Je ressors du McDal. Ce ne peut être que cette clé. Je traverse le parking, un automobiliste freine pour m'éviter, klaxonne, me dit de faire attention, mais je me dirige vers la poubelle. Sourd au monde. J'ôte la clé et je la jette dans la poubelle, non sans regret. Allez savoir si elle ouvre un portail et si les créatures la trouveront. Mais il en va de ma santé. Je ne peux pas être le porteur de cette clé. Je suis dans le déni. Je veux retourner à ma petite vie. Sarah me manque. Quel que soit le nom de ma femme, je n'en suis pas sûr. Ce n'est peut-être pas Sarah. Les enfants aussi, je crois que j'ai des enfants, oui. Plus personne ne veut me voir de toute manière. Ils ont tous honte de moi. Un médecin en pré-retraite a gentiment voulu me voir. Il m'écoute, ses petites lunettes sur le bord de son nez long, les mains jointes et les doigts entrelacés. Il me dit de me calmer et de me déshabiller. Je suis à fleur de peau. Je ne dors presque plus, je pleure souvent, et ça dessine des rigoles sur mes joues noircies. Et le manque de sommeil me rend paranoïaque, à deux doigts de sombrer dans la folie, je crois. À moins que ce ne soit déjà le cas. Je souffre aussi de paralysie du sommeil. Je suis dans l'incapacité temporaire de bouger ou de parler, juste après le réveil, ou même avant de dormir. Je suis conscient de mon environnement, bien sûr, mais mes muscles sont paralysés. C'est à cause de mon anxiété chronique, de ce rêve prémonitoire et cauchemardesque qui ne me quitte jamais. Jamais vraiment. Faut dire que le whisky aide pas. Mais c'est toujours mieux que la brique de vin rouge, vous savez, cette brique dégueulasse. Une fois nu devant l'homme de science, il s'approche, remet ses lunettes, puis relève la tête et me dit « Je ne vois rien d'anormal, monsieur. Vous disiez avoir vu des taches noires, c'est bien cela ?» Je ris, par nervosité. Ces scientifiques ne croient que ce qu'ils voient. C'est assez fatigant, du reste. Je lui dis « Mais vous ne les voyez pas, docteur? Voyons, ouvrez vos yeux fatigués. Là, voyez celle-là comme elle est énorme. Elle est en train de me ronger le pénis. » Il rétracte ses lèvres, va s'asseoir à son bureau et réfléchit. Il cherche ses mots. « Je crois que vous êtes soumis à un stress extrême, » qu'il dit, « et que vous avez un épisode de délire. Je ne vois rien d'anormal sur votre peau, monsieur, mais je vais vous recommander un psychiatre et vous donner d'ores et déjà des calmants. » Je veux rétorquer, l'insulter, et je m'avance vers lui pour le prendre au col. Il recule sur son dossier de chaise. Je finis par le relâcher.
Je viens de comprendre. C'est sans doute la clé. Maintenant que je ne l'ai plus autour du cou, les taches ont disparu. J'étais peut-être en passe de devenir une créature lugubre. Heureusement que je m'en suis débarrassé. Désolé, docteur. Vous avez raison, j'ai besoin de repos, voilà tout. Je pose 2 billets de vin sur la table et ressors, trop content d'être sauf. Il ne dit rien. La secrétaire n'arrive pas à cacher son dégoût. Elle va voir le médecin, lui demande combien de temps ses consultations vont encore durer. Naturellement, les amis, ma curiosité me pousse à revenir sur le parking du fast-food. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, mais ce n'est pas un fast-food qui va me requinquer. Je fouille dans mon sac. J'ai terminé les 3 fromages du vieux Matisse. Je fouille dans la poubelle où j'ai jeté la clé. Je ne la trouve pas. Je crois qu'ils ont déjà ramassé les ordures. Mais il y a un reste de frites. Je prends la barquette et m'empiffre avec. Puis je vais à l'autre poubelle où je trouve un reste de burger. Bon, c'est déjà ça. Froid, on se rend vraiment compte que cette bouffe n'en est pas. « Hé, vous !» dit un employé sorti par une porte de service. « Faites pas les poubelles ! Allez, partez, dégagez! On en a marre de vous voir traîner par là. Dégagez maintenant !» Mais au lieu d'obéir, comme le feraient la plupart des sans-abri, je vais vers lui. J'empeste. Vous n'avez pas idée. Combien de temps je suis dans la rue, difficile à dire. Je ne sais plus quand j'ai quitté la cabane, si j'ai même jamais mis les pieds dans cette cabane. Je suis un SDF donc. Non, non, j'ai de l'argent. Je viens de payer le docteur. À moins que ce ne soit ma vie d'avant, avant de finir à la rue. Ah merde, je crois que le docteur c'était il y a 3 ans déjà. On verra plus tard. De toute manière, j'ai la clé maintenant. Donc l'argent n'a plus d'importance. Le médecin non plus. Je me rue sur l'employé et sa casquette rouge et son air concon. Il prend peur et s'enferme à l'intérieur. Je me retrouve entouré de sacs poubelles. Vous n'avez pas idée comme ils jettent de la bouffe et des emballages, ces enfants de salauds. Pour un instant, j'oublie les taches noires et les créatures. Un ennemi bien plus pernicieux se dresse ici. L'empire de la malbouffe. Les empoisonneurs, que je les appelle. Au moins les créatures vous décapitent vite fait bien fait. Mais eux, ils vous empoisonnent des années durant. Jusqu'à ce que vous ayez un cancer. Ouais. Je commence à ouvrir les sacs et je fouille à l'intérieur. Je sors des choses. Gobelets, barquettes, résidus de nourriture, serviettes. Tant de choses qu'on produit pour un usage de quelques minutes. Je cherche la clé avec une avidité renouvelée. Elle me manque, cette petite. J'ai l'impression que le monde m'est offert avec elle. Comme une série de portes à l'infini. La clé peut ouvrir toutes ces portes. Je cherche jusqu'à ce que la police débarque. Une patrouille. C'est la femme qui m'adresse la parole d'abord. « Baptiste, venez jusqu'à moi. »« Baptiste ?» Elle connaît mon nom, celle-là. Je lui jette un regard comme une bête farouche. Mais je dois trouver cette putain de clé. Je continue. Mais elle pose une main sur son arme de service. Son collègue se tient à ses côtés, un peu en retrait. « Ah, ça va, les cow-boys. Je cherche ma clé. Pourquoi vous n'allez pas vous payer un Magdal, les chéris, c'est Saint-Valentin, today. Tu pourrais lui carrer ton canon qu'elle dirait pas non, celle-là. » Ils n'ont d'abord rien dit. Je crois qu'ils ont ri. Ils ont l'habitude maintenant. « Baptiste, pas la peine d'être vulgaire. Vous êtes un gentleman, vous vous rappelez. Allez, sortez de là, vous faites peur à tout le monde. » Cette fois, j'ai un déclic. Je déteste faire peur aux gens. Déjà que presque personne me parle, alors si je commence à faire peur aux gens, à moins qu'ils aient peur de toute manière, à cause de la crasse et l'odeur, ou parce qu'ils sont dans le jugement. Vous savez, juger, ça veut dire décréter que ça est bon, ceci non. Donc ça veut dire redouter ça et vouloir ceci. Dès lors, on tombe dans le piège de la peur. Ouais mes gars, je suis pas si con. Bref, j'ai besoin d'une douche, ça fait 5 semaines je crois. Ça gratte de partout. C'est ça que vous cherchez ? Dit le bonhomme. C'est cette clé ? Je relève la tête, je suis à genoux. Il envoie la lumière de sa petite lampe torche sur le bitume. Commence à faire sombre. Et là, je la vois, ma superbe clé. Elle est faite d'or massif. Elle est lourde à porter. Et maintenant que j'écris ces lignes, grâce à la maîtresse Cécile qui m'a appris à écrire et dont j'étais amoureux, je me dis qu'elle ouvre simplement la cabane en bois que j'ai vue en rêve.
Il faut juste que je retourne en forêt et que je trouve cette cabane. Les créatures seront là, à rôder dans l'obscurité, mais elles me font moins peur. Elles ne vivent que dans les rêves, je crois. Par contre, les voitures qui roulent au son du reggaeton sont bien réelles, et les petits bonshommes qui les conduisent, je les déteste. Ce sont vraiment des parasites sociaux. Ils ne comprennent rien. Ils sont tout englués dans leur narcissisme, et le pire, c'est qu'ils se regroupent entre eux et s'enlisent encore plus dans leur délire. Moi, j'ai les pieds bien ancrés. Je secoue la tête et rampe jusqu'à la clé. J'adore la reptation. Je ne peux plus vivre sans la clé. Elle peut ouvrir tant de choses. Un coffre sans doute, avec l'or d'un pirate dedans, ou la porte qui mène au monde des fées. Là-bas, on n'a pas besoin d'une carte d'identité ou d'un compte en banque pour exister. Je suis sûr que la clé ouvre tout un tas de trucs dont j'ai même pas idée. J'espère juste pas ouvrir ce qui doit être enfermé. Je ne voudrais pas libérer un monstre, voyez. Les flics s'écartent pour me laisser faire, à cause de l'odeur aussi. Je tiens la clé entre mes mains noires. Mes ongles sont si longs et si dégueulasses. Je crois que les taches que j'ai vues étaient des taches de saleté, de crasse ignoble. Je dors si mal la nuit dans les rues, à cause du bruit et des lumières. Le manque de sommeil me donne des hallucinations. J'arrive même pas à le dire, putain. Le manque de sommeil me donne des hallucinations. Enfin, en tout cas, on peut se dire que c'est pas bon, les gars. Faut bien dormir, faut que vous dormiez. Bon, les flics me disent quelque chose que je ne relève pas. Mais ils me demandent de partir. Alors, je m'éloigne sur le parking. Bien entendu, je les insulte. C'est trop tentant. Sans doute à cause de leur uniforme à la con. Je m'éloigne avec la clé serrée contre ma poitrine. Les dernières lueurs de jour s'en vont. Les lampadaires s'allument. Je crois que je veux dormir en forêt ce soir. Vous savez, la nuit, les gens sont pires qu'en journée. L'homme est mauvais, mais il ne le sait pas. C'est la seule chose qui le sauve, son ignorance, son inconscience. C'est Jésus qui a toujours raison, qui le dit. Pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que je reverrai le vieux Matisse. Lui, c'est un gentil. Il y en a. Il est si vieux, au bord de la mort. Le dernier des gentils va mourir. Il ne restera que la souillure. Je me retourne une dernière fois avant d'entrer dans les bois. La ville et ses lumières, c'est comme une femme moche, plein de maquillage. On sait que c'est du flan. Mais on peut l'aimer quand même, attention. Moi, je ne me cache pas. Je suis repoussant, je le sais. Mais je me cache pas. Imaginez un SDF qui se maquille. Je ne me cache que quand les créatures rôdent, quand il y a un vrai danger. J'écrirai demain à l'aube, près de la rivière. L'eau sera gelée, mais faut bien que je me nettoie. Un jeune jogger, qui passait par le parking, m'a parlé d'une thérapie par le froid. C'était un gars intéressant. Il m'a dit que s'il était dans mes souliers, il aurait recours à la forêt et vivrait comme une bête sauvage plutôt que de rester en marge de la société. Je lui ai dit que je n'avais pas de souliers. Donc il ne pouvait pas se mettre dans mes souliers. On a bien ri. Comme quoi, entre un métrosexuel et un SDF, le dialogue est possible. Je suis en forêt, ça y est. Que j'ai peur. Il y a des craquements, puis ça bouge un peu trop dans les fourrés. Pourtant, vous ne voyez rien. Je reste sur mes gardes, mais c'est épuisant. J'ai essayé de grimper à un arbre. Je n'ai réussi qu'à me planter des échardes. Heureusement, le soleil perce les hautes cimes et se pose sur ma peau. Ça, c'est la vraie richesse, disponible pour tous. Je devrais migrer au sud, toujours plus au sud. Là-bas, je serai toujours miséreux, mais au soleil. Cette misère, je l'ai choisie. Je ne sais pas pourquoi j'en ai la conviction. Peut-être une question de dignité, histoire de vous dire que, quoi qu'il arrive, vous êtes le capitaine du bateau. Je pourrais faire un bateau de papier d'ailleurs, avec une feuille de mon carnet. J'embarquerai dans le bateau, et la rivière se chargerait du reste. Ah, c'est vraiment dommage que la vie sur Terre soit si lourde. On devrait naître avec ce genre de pouvoir poétique, vous voyez. Les gens seraient moins malheureux. Je crois que cette vie terrestre a beaucoup à nous apprendre parce qu'elle est rude. C'est peut-être l'école des Marines, quoi. Peut-être qu'on est tous enrôlés dans l'armée, en fait. Qu'on est là pour en baver et apprendre. Mais apprendre quoi? La souffrance?
L'illumination que Bouddha définit comme la fin de toute souffrance? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je vais écrire jusqu'à ce que l'encre du bic s'épuise. Comme ça, j'oublie que j'ai froid, que je souffre. Peut-être qu'il faut que j'apprivoise le froid comme un chiot impétueux. Me dire que c'est bien d'avoir froid, que même si on en meurt, rien n'est grave. L'esprit est si fort. Purée, je tremble comme un cul qui twerk. Peut-être que ces filles qui twerk ont juste très froid elles aussi. Parfois, le bic sort de la feuille à cause des tremblements. Oui, j'aime bien écrire, même si c'est dur. Oh, c'est pas le cercle des poètes disparus, mais c'est de la littérature tout de même. J'ai écrit un poème, mais je vous rassure, il n'est pas chiant. Et il est lié à mon histoire. Je crois que je suis promis à une funeste fin, ça je l'ai déjà dit. Ou peut-être pas. Mais je veux mourir en homme libre. Jugez par vous-même. Dans la tour obscure, un homme mélancolise, artisan de son malheur. Un volcan s'apprête pourtant à imploser. Il s'approche de la fenêtre. Un corbeau murmure qu'il ne sait pas voler. Mais l'homme sourit puis finit par rire de son mélodrame. À cœur éclairé, rien d'impossible. Le volcan envoie sa lave tout azimut, et le monde est un immense Pompéi. Il faut le voir agiter les bras et imiter le vol du corbeau, puis dire ces mots qui restent gravés dans les nuages gris comme des graffitis sur un mur délabré. Je suis libre, car je vois au-delà de toute peur. Plus jamais on ne revit l'homme mélancolique entre ses murs, ni le corbeau d'ailleurs. Le corbeau est devenu son perroquet, perché sur son épaule. Ce corbeau, c'est son mental. On raconte que l'homme se lève avec le soleil et se couche avec lui, pour la simple raison qu'il est un de ses rayons. Bon, voilà pour le poème. Si je meurs pas d'une pneumonie ou d'hypothermie, ce soir, je crois que tout ira bien, même si, comme je l'ai dit, je suis promis à une fin funeste. Au moins je meurs propre. Je suis né sale et souillé de sang, mais on m'a lavé, puis abandonné. Souillure et propreté sont les deux faces d'une même pièce. D'ailleurs, avez-vous les dents si propres? Vous qui écoutez, avez-vous lavé vos bourses comme il faut? Je ne fais que poser une question. 2 pour être exact. Mes affaires sont là, près de la rivière. Je les ai lavées, mais j'ai pas envie de revenir dedans. La crasse est indélébile, et ça me rappelle l'insalubrité de mon existence. J'aurais dû les laisser avec les poubelles du Magdal, ou peut-être les suspendre à l'entrée du Magdal. Mais je ne suis pas comme ça. Mon âme est toujours propre. Même Faust, qui aurait pacté avec le diable, m'a dit en rêve que son âme restait propre. C'est dire. Ouais, je crois que je vais rester tout nu et écrire. C'est dans la tête, a dit le jogger métrosexuel. Et puis, avec ma clé qui ouvre tout, que j'ai autour du cou, rien ne m'est impossible, n'est-ce pas? PS. J'ai eu trop froid, fallait s'en douter. Du coup, je suis parti loin dans la forêt. La clé m'a guidé, figurez-vous. Oh, je tousse beaucoup, mais je l'ai trouvée, ma cabane en bois. Pareille à celle que j'ai vue en rêve, sauf que le vent entre un peu de partout. Heureusement, le poêle fonctionne encore. Les nuits sont si longues, j'ai peur la nuit venue. Ou le jour d'ailleurs, à cause de la créature que j'ai vue en rêve. Peut-être qu'à force d'y penser, je les manifeste, ces créatures. PS numéro 2. Je ne peux plus quitter la cabane, je suis trop faible. Le vieux Matisse m'a apporté des vêtements et un couteau avec de la mousse pour que je me rase. Dans la petite glace qui est posée sur la table de chevet, l'un des rares mobiliers encore intacts, je vois un visage blême et creusé. On dirait un autre homme. Je ne me souviens plus de mon passé. Je crois que j'avais une vie ordinaire, un emploi, de quoi payer mes factures. Une femme, sans doute, peut-être même des enfants abandonnés à l'heure qu'il est. Ouais, des enfants sans père. Je ne sais plus. Et cette amnésie m'a appris 2 choses. D'abord, que l'homme peut se réinventer, qu'il a plusieurs vies. Et deuxio... ouais, j'ai oublié le deuxième point. Ça me reviendra peut-être. Le vieux Matisse m'a proposé d'aller à l'hôpital, mais j'ai refusé. J'ai été odieux avec lui parce que j'ai peur de ce qui rôde.
J'ai peur qu'il lui arrive malheur. Il a voulu calfeutrer ma cabane. Je l'ai laissé faire, puis il est parti. Il m'a dit que je perdais l'esprit, mais quand je relis ce que j'ai écrit, j'ai pas l'impression. Sauf peut-être ce passage que j'ai écrit hier. Il me semble entendre du bruit dans les fourrés. Comme quelqu'un qui m'espionne et qui prend soin de ne pas se montrer. Je ne pense pas que ce soit une bête. Plutôt un homme comme vous et moi. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Je lui ai dit « Hé, je sais que vous êtes là. Allez, montrez-vous !» Mais seul le vent me répond. J'essaye de faire comme s'il n'était pas là, mais je sens sa présence. Son aura est bien mauvaise. Mais je suis trop faible pour fuir à présent. Je dors avec le couteau de Matisse. Mon rêve est-il prémonitoire? Si vous n'avez aucun autre billet dans ce calepin, considérez que je suis mort de froid. Ou que j'ai perdu la tête, au sens propre et figuré. Il paraît qu'on choisit sa mort avant de s'incarner. J'avoue que j'ai oublié quelle doit être ma mort. Et vous? Extrait du journal La Gazette savoyarde du 3 mars 2025. Un homme retrouvé décapité dans la forêt. Hier, la police a fait état d'une sombre découverte. Un vieux fermier du nom de Matisse, il n'a pas tenu à ce qu'on donne son nom de famille, a découvert le corps sans tête dans une cabane en bois abandonnée. La victime, Baptiste Dupuis, a été identifiée grâce à ses affaires, dont un petit calepin avec des notes, puis une analyse ADN formelle. Monsieur Dupuis a été libéré de l'hôpital psychiatrique de la Tourette-Saint-Jean en octobre 2024. Dès lors, il a essayé de retrouver un emploi, mais aurait vécu dans la rue avant d'avoir recours au bois. Pour des raisons encore obscures, on ignore le motif de son décès. Sa tête n'a d'ailleurs pas été retrouvée. L'affaire, certes troublante, suscite déjà un émoi national et relance les débats sur l'errance psychiatrique, la réhabilitation des internés et la santé mentale en France. L'inspecteur Andy Oren est chargé de l'affaire, mais il n'a souhaité faire aucune déclaration à ce jour. Affaire à suivre. Si vous possédez des informations susceptibles de faire avancer l'affaire, vous pouvez nous écrire par email, voie postale, ou laisser un commentaire ci-dessous. Arthur Coppa, journaliste d'investigation locale, auteur de « J'étais un journaliste prometteur ».